Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, j'ai décidé de reprendre un tag, donc un tag qui est très connu quand on fait au milieu d'année, le Mid-Year Book Tag. J'espère que je l'ai bien prononcé parce que vous savez, moi et l'anglais, on n'est pas trop potes. Et je vous avoue que j'avais fait ce tag il y a un moment, je crois que c'était il y a 2 ans environ. Si je le retrouve la vidéo, je vous le mettrai ici dans le petit i. Mais c'est vrai que les autres années, j'avais complètement zappé. En fait, c'est un tag que j'ai dans mes listes, mais qu'à chaque fois je zappe. Et je pense que cette année, je l'aurais de nouveau zappé si je n'avais pas vu la vidéo d'Elodie, Ingrid la lectrice, qui l'a aussi justement fait. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'on est en juin, c'est la période pour faire ce petit bilan de milieu d'année. Et je trouve que c'est un tag qui est plutôt sympathique, donc je me suis dit que j'allais le reprendre pour cette année. Et surtout, d'une année à l'autre, c'est toujours les mêmes questions, mais les livres que vous mettez dedans vont totalement changer, donc c'est pour ça que je trouve ce tag très intéressant. Et avant de le commencer, je voulais juste revenir pour faire un petit point sur mon objectif annuel. Comme vous le savez, moi je me fixe un objectif de 100 livres lus par année, donc si j'y arrive, tant mieux. Si je ne l'atteins pas, bah voilà, tant pis. Mais c'est le petit objectif que je me fixe à l'année. Et là, au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis à 61 livres lus. Donc je crois qu'on est bien parti pour les 100 livres. Et voilà, quand vous aurez la vidéo, sachez que le nombre aura encore bougé. Mais à l'heure actuelle, nous sommes à 61 livres lus. Voilà. Donc je ne fais pas attendre plus longtemps et on va commencer ce petit tag. Ah, et pendant que j'y pense aussi, je vous remets les questions dans la barre d'infos si ça vous intéresse de le refaire de votre côté. Et n'hésitez pas à me mentionner que j'aille jeter un coup d'œil pour voir également ce que vous avez mis à l'intérieur. On va donc commencer par le meilleur livre lu depuis le début de cette année. Donc j'ai réfléchi parmi les coups de cœur que j'avais eus et il y en a un qui s'est vraiment démarqué, en tout cas pour moi, qui m'a vraiment marqué. Il s'agit d'Artemisia Shepard, descendante de la Pity, de Christelle Dacruz, aux éditions Scrinéo. Je vous le mets ici car je l'ai lu en numérique. Et pour vous faire un bref résumé, on suit Artemisia, qui est une jeune femme qui a des dons, c'est qu'elle voit des prophéties en fait. Et ce don, c'est un peu considéré comme une malédiction chez elle, car ses visions sont tellement fortes en fait qu'elle peut vous rendre fou. Artemisia, heureusement, elle a pu maîtriser son don grâce à un traitement médicamenteux. Sauf que là, malgré son traitement, pendant la nuit, elle fait des rêves, elle a des visions, et elle va en discuter avec sa grand-mère qui va lui conseiller d'arrêter son traitement pour voir ce que les visions veulent lui dire. Et à ce moment-là, elle va découvrir qu'un univers fantastique existe, notamment l'existence des loups-garous et des vampires, et elle va également se rendre compte qu'ils ont besoin d'elle, car ils souffrent tous les deux de faits étranges, et Artemisia est la seule à pouvoir les aider. Alors qu'est-ce qui m'a autant plu dans ce livre? Déjà, tout simplement le fait de la variété du fantastique en fait. Vous avez énormément de créatures fantastiques, des plus connues comme le loup-garou et le vampire, et des moins connues que je ne vous dirai pas mais que l'on retrouve là-dedans, et j'ai trouvé ça génial, la manière dont c'est abordé. Et en même temps, on vous mêle la mythologie grecque à l'histoire, donc ça aussi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa la manière dont c'était fait. Et l'histoire va tourner autour de l'enquête en fait, pour comprendre d'où viennent ces faits étranges qui touchent toutes les créatures fantastiques et qui, si on ne les arrête pas, pourraient bien révéler leur existence aux humains. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai adoré en fait, cette variété de créatures fantastiques. Moi je m'attendais juste à trouver du loup-garou, du vampire. Alors déjà, j'étais déjà contente à ce niveau-là, mais quand j'ai vu jusqu'où l'univers allait, je me suis dit mais waouh. Et vraiment j'ai passé un bon moment de lecture, c'était génial, j'étais prise dedans. Et j'ai vraiment adoré suivre Artemisia et ses amis dans cette aventure. Et chaque fois je me posais aussi la question, mais d'où viennent ces faits bizarres en fait? D'où viennent ces faits bizarres? Et franchement je n'ai pas été déçue, pour moi c'est un gros coup de cœur. Et si vous aimez tout ce qui est fantastique dans un univers plutôt jeunesse avec plein de créatures fantastiques comme je vous disais, foncez, vous n'allez pas être déçus. Je vais maintenant vous parler de la meilleure suite de saga que j'ai lue cette année. Il s'agit donc de Belladonna, le tome 2, Foxglove, d'Adaline Grace, aux éditions de Saxus. Je vous le mets également ici car je l'ai lu en numérique. Et effectivement, ça a été une excellente lecture. Déjà, pour faire un bref résumé du tome 1, on suit Signa, qui a un don particulier en fait, elle ne peut pas mourir, et elle voit l'ange de la mort. Signa, elle a perdu sa famille, elle est orpheline, et elle passe de famille d'accueil en famille d'accueil, en fait de tuteur en tuteur.
Et à chaque fois, ça se termine de la même manière, le tuteur décède et Signia doit être placée quelque part. Sauf qu'au bout d'un moment, plus personne ne veut prendre Signia car ils se disent qu'en fait, c'est sa faute si les gens décèdent. Donc Signia ne sait pas vraiment ce qu'elle va devenir et finalement elle apprend qu'il reste encore une partie de sa famille qui est vivante et qui accepte de l'accueillir. Donc elle va partir dans le manoir de cette famille et là elle va se rendre compte en fait que la famille a été touchée par un drame. Il y a peu de temps, la mère de famille est décédée et la fille de la famille également souffre d'une mystérieuse maladie qui pourrait bien la tuer. Signia, vu qu'elle arrive aussi à voir les fantômes, va un jour voir le fantôme de la mère de famille. Et elle va comprendre en fait que celle-ci n'est pas décédée de mort naturelle, qu'elle a été tuée tout simplement. Et elle pense que c'est que quelqu'un s'acharne sur cette famille, donc elle va commencer à mener l'enquête et il se pourrait bien que l'ange de la mort soit un de ses alliés. Voilà pour le résumé. Donc, pourquoi ce tome 2 en fait m'a tellement plus marqué que le 1? Alors déjà, je dois dire que j'étais très heureuse de me replonger dans cet univers un peu de Bridgerton à la gothique, comme j'aime l'appeler. Et ce qui a vraiment fait pencher la balance et qui m'a fait apprécier ce tome 2, c'est la venue d'un nouveau personnage qui m'a vraiment touchée au plus haut point. En fait, il vient contrecarrer les plans de Signia, mais on a des passages où on voit ce personnage, où on comprend ce qui est arrivé, tout ça. Et ce personnage m'a profondément touché, m'a profondément marqué. Et il y a aussi certains passages où on se rend compte que c'est pas quelqu'un de vraiment mauvais jusqu'au fond, parce que selon les actes qu'il fait, on se dit c'est pas possible que cette personne soit vraiment mauvaise. C'est pas... Voilà. Et ça m'a marqué, et justement, ça m'a tellement marqué cette personne, que ce personnage m'a tellement marqué, comme je vous dis, que quand on arrivait à la fin, je me disais, j'espère que pour lui aussi, il y aura une bonne fin, parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Et j'avais peur de me dire, mais est-ce que lui va de nouveau finir, voilà, mis à part, toutes ces choses-là. J'avais vraiment peur pour ça, que ça finisse mal pour lui. Et la fin que nous propose l'autrice, justement, je trouve elle est intéressante. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire le tome 3 de Belladonna pour voir la suite et retrouver ce personnage et voir comment ça va se terminer pour lui. Je vais maintenant vous parler d'un livre qui est sorti cette année, que j'ai déjà en ma possession, mais que je n'ai pas encore lu et qui me fait super envie. Donc celui-ci, je me le suis procuré il n'y a pas longtemps, vous imaginez. Il s'agit de Âme sang, de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Regardez la couverture, vraiment, elle est sublime. Et alors, pourquoi est-ce que je l'attends depuis... qu'il est dans ma wishlist en fait depuis l'annonce de sa parution, et pourquoi je me suis procuré celui-ci et pas un autre? C'est tout simplement car, comme vous pouvez le voir sur la couverture, on suit des fées vampires. Et moi, fée plus vampire, il n'y avait rien de tel quoi pour m'attirer. En plus, je crois que c'est un one shot, alors je me dis que c'est une lecture une fois qu'elle est terminée. J'ai lu tout l'univers, j'ai l'histoire. Et c'est pour ça qu'il me fait tellement envie. Et en plus, l'autrice me l'a dédicacé aux Imaginales. Et regardez la magnifique dédicace qu'elle m'a faite avec là, la fée vampire. Vraiment, c'était magnifique. Et je suis vraiment curieuse de le lire car je crois que c'est Ingrid, la lectrice, qui l'a lu et qui avait beaucoup aimé. Alors voilà, comme en plus je suis dans dans une nostalgie du vampire. Là d'avoir des fées vampires, en plus, je pense que ça pourra vraiment me plaire. Et c'est une lecture qui est, je pense, quand même assez courte. Elle fait environ 260 pages. Alors je pense que ça peut se lire vite. Et voilà, il me fait très envie. Je me dis qu'encore pour cet été ou pour cet automne, ça pourrait être l'idéal. Je vais vous parler également de la sortie que j'attends le plus cette année. Donc c'est un livre qui vient de sortir à l'heure actuelle. Il est sorti début juin si mes souvenirs sont bons. Il s'agit d'une soif insatiable d'Angela Montoya aux éditions de Saxus. Je vous le mets ici car je ne me le suis pas encore procuré. Mais sachez que ce livre me fait très envie. Alors je ne me rappelle plus vraiment du résumé au cas où. Si vous voulez lire, tout est dans la barre d'infos. Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'on est qu'un jeune homme qui a été transformé en vampire, mais qui ne le souhaitait pas plus que ça. Au contraire, il haït les vampires. Et je crois qu'on est avec une jeune femme qui est, quant à elle, chasseuse de vampires. Nous sommes dans un contexte historique en Italie. Et moi, il m'en fallait pas plus. Comme je vous dis, je suis nostalgique du vampire. En plus, en voyant la couverture, je me suis dit, mais elle me tente de fou. Et quand j'ai lu le résumé la première fois, c'est pour ça que j'essaye maintenant un peu d'oublier pour vraiment, quand je l'aurai, me lancer. Mais ça m'a hypé, je me suis dit non mais moi là qui suis en recherche de vampires, là il y a tout ce que je souhaite de l'historique du vampire en Italie, etc. Vraiment, celui-ci me fait très envie et il faut que je me le procure prochainement.
Et là, il y a également un autre livre qui me fait très envie, mais on va dire que je repousse car j'attends la sortie de son second tome. Il s'agit d'Écho d'humanité, le premier tome de Johan Dubos, aux éditions Plume Blanche, que je vous mets également ici. Alors il est depuis sa sortie également, bien plutôt l'annonce de sa parution dans ma wishlist. Et là, comme je vous dis, j'attends le second tome parce que je me dis, si j'ai le tome 1, que je le dévore et qu'après, on va dire, je suis vraiment hypée, il me faudra le tome 2. Donc c'est pour ça que je préfère attendre que le tome 2 soit sorti pour me les procurer ensemble. Mais là, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'intrigue, c'est ce principe en fait de louer son corps. Une entreprise vous propose en fait de louer votre corps et de vous rémunérer. Donc en fait, il vous pose un pack, je crois, sur le front. Et votre corps, vous n'en êtes plus conscient, vous ne verrez pas qu'il s'est déroulé tant d'années. Mais pendant ce temps, on va s'occuper de votre corps, on va veiller sur lui après, je ne sais pas vraiment à quoi il l'emploie, mais c'est ça le principe. Et disons qu'un jour, un corps va disparaître. Donc je suis vraiment curieuse. Et je dois dire que la couverture avec ce robot m'intrigue au plus haut point. Et que j'aimerais bien découvrir cette histoire. Mais comme je vous dis, je vais encore un peu patienter jusqu'à la sortie du tome 2. Et normalement, comme le tome 1 est sorti cette année, je pense que le 2 devrait venir l'année prochaine. Alors je ne devrais pas encore attendre trop longtemps vu qu'on est au milieu d'année. Et voilà, il va encore rester un petit moment dans ma wishlist et jusqu'à ce que j'ai le tome 2 qui soit sorti. Je vais aussi vous mentionner ma plus grande déception de cette année, jusqu'à présent en tout cas. Alors, à l'heure actuelle, j'ai eu 3 livres que je ne dirais pas que c'est des déceptions, mais je veux dire que j'ai eu des avis plus mitigés que pour les autres. Et sur ces 3, il a fallu choisir et en fait il y en a un que je me suis dit, bah voilà, je mets celui-ci car pour une raison particulière. Donc j'ai décidé de mettre The Queen Council, le tome 2, de Plume et de Flamme, de Livia Blackburn, aux éditions Hachette Heroes. Je vous montre la couverture. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. En fait, on est sur une réécriture de Mulan. C'est en fait la suite de Mulan. Qu'est-ce qui arrive après le dessin animé où Mulan va devoir devenir impératrice? Alors déjà, l'histoire est tout pour me plaire, hein, comme je vous avais dit. Seulement, pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt que les autres, c'est parce que pendant la première moitié du livre, c'était très long. J'ai eu beaucoup de mal à rester crochée dans l'histoire et j'ai même cru que j'allais abandonner à ce moment donné. Et après coup, c'est que je savais qu'après la moitié ça allait partir. C'est pour ça que j'ai quand même tenu le coup. Et effectivement, le reste de l'histoire valait le coup, mais c'est vrai que cette première partie m'a vraiment bloquée. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai même mis un mois à le lire, alors qu'en général, un livre comme ça, il me faut une semaine et demie pour le lire. Donc c'est pour ça que je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est la plus mauvaise lecture que j'ai faite cette année. Après, de là à l'appeler déception, non. Je dirais juste que c'était un avis mitigé, mais le plus mitigé que j'ai eu jusqu'à présent. On va maintenant parler de la plus grande surprise que j'ai eue cette année. Et pour moi, sans hésitation, il s'agit de ma lecture du Fléau des vampires de Lucie Goudin aux éditions Elixiria. Je vous le mets ici. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec d'autres personnes. Et franchement, ça a été une belle surprise. Pour vous faire un bref résumé, on suit Raven, qui est une jeune femme qui a une vie tranquille, sauf qu'elle a une particularité en fait du jour au lendemain. Elle s'est réveillée sans aucun souvenir de son passé, donc elle ne sait pas si elle a de la famille, elle ne sait rien de son passé, elle a tout oublié. Et un jour, en fait, elle va aider un inconnu devant son immeuble qui est blessé, et cela va faire qu'elle va rencontrer des vampires qui vont l'enlever, et qui vont la forcer à les aider car il semblerait que les vampires sont atteints d'une mystérieuse maladie et que Raven va devoir les aider à enquêter car justement en tant qu'humaine elle peut se déplacer en journée et il faut qu'ils remontent à l'origine de cette maladie pour pouvoir la soigner. Donc Raven elle va accepter mais disons qu'elle se dit qu'en aidant les vampires elle pourrait peut-être aussi reprendre des éléments de son passé. Donc voilà pour le résumé. Alors franchement, c'était de lecture, comment dire, c'est une lecture où c'est que je me disais ouais tu vas aimer, mais voilà, ça va juste être une bonne lecture. Et plus on avançait dans cette histoire, plus je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que l'autrice nous a pondu là. Et c'était incroyable. Alors déjà, on a une romance qui vient se glisser dans l'histoire avec Raven et un vampire. Et effectivement, on se dit que c'est bien fait car c'est vraiment une romance qui va lentement et aussi une romance où c'est qu'on se dit c'est pas possible car Raven ne veut pas redevenir un vampire et le vampire lui il peut pas vivre au soleil donc il y a un souci quelque part
Mais on a également ce mystère, cette enquête qui vient se greffer là-dessus. Et c'est ça qui était vraiment intéressant de découvrir d'où vient cette maladie, les éléments, tout ça, ça m'a hypé. Et la dernière partie, elle était... Je l'ai bouffée, je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il fallait que je le sache. Et le dénouement final qu'on nous propose, mais waouh! Vraiment, waouh! Et là, on nous montre alors des vampires qui sont vraiment cruels. Je veux dire, les vampires, ils en ont rien à faire de Raven. Hein. Je veux dire, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais après, elle sait pas si elle va ressortir vivante de là, même si elle les a aidés. Hein. Mais j'ai apprécié cet univers comme on l'a décrit. C'est sombre, c'est bien fait. Et surtout, l'origine de la maladie qu'on nous donne, c'était juste incroyable et j'ai adoré. Voilà, tout ce qu'on nous a révélé jusque-là, j'ai adoré. C'est un très bon moment de lecture. Et si vous aimez toutes les histoires de vampires avec des enquêtes, je ne peux que vous le recommander. Et maintenant, je vais vous parler de mes nouveaux auteurs favoris. Donc, depuis ce début d'année, j'ai pu lire pas mal d'auteurs, découvrir de nouvelles plumes. Et dans ces nouvelles plumes, il y en a une qui m'a particulièrement touchée. Il s'agit donc de celle de Franza Pizarro. J'ai lu Ma vie de fantôme aux éditions Le Héron d'Argent, de lui. Et comment vous dire, alors j'ai vraiment découvert sa plume. Et j'ai trouvé que c'était une plume qui était prenante, qui m'a vraiment plu. Et aussi beau, très en émotion, qui sait retranscrire beaucoup d'émotions. Mettre du suspense, tout ça, j'ai vraiment adoré cette plume et c'est pour ça que j'ai envie de le mentionner là-dedans car en plus j'ai adoré cette lecture, j'ai passé un très bon moment et suite à cela, eh bien j'ai un autre livre de l'auteur qui est dans ma pile à lire et que vous allez bientôt voir passer. Bien entendu, j'ai été obligée de vous rementionner la plume de Jean-Luc Conessa car voilà, j'ai lu Miss Hermione de lui. Donc cette année j'ai lu le tome 2 de Mysterium. Là je vous montre le tome 1, mais le tome 2 de Mysterium m'a vraiment captivé. Jean-Luc il a une plume qui est immersive, il nous propose à chaque fois des univers variés, mais vraiment captivants, prenants, où on a envie de découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il a également une plume qui est très émouvante, et je pense notamment à ce livre, Mississippi au-delà des couleurs, qui est un livre qui ne fait même pas 100 pages, hein, je crois qu'il en fait 80, et qui m'a totalement chamboulée, mais une plume qui est incroyable, qui nous fait voyager et vraiment qui nous prend au tripes, j'ai envie de dire, et puis qui nous fait vivre énormément d'émotions. Donc oui, il fallait que je mentionne Monsieur Jean-Luc Conessa, surtout que cette année j'ai aussi lu sa duologie Un amour sans époque, et pareil, là j'ai vécu une magnifique histoire, mais également des moments où il m'a fait passer par une multitude d'émotions, donc voilà, je ne peux que vous recommander cet auteur pour la variété de ses univers et aussi pour la beauté de ses textes. Une autre autrice que j'ai été obligée de mentionner, ça fait plusieurs années que je lis de ses romans et à chaque fois ce sont de magnifiques découvertes. Il s'agit de Marine Kellada. J'avais commencé par Dulan, que j'avais adoré, c'est le roman que j'ai préféré à l'heure actuelle. En fait, on est à la fois sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais sur une réécriture du Cavalier sans tête. Alors là, il y a déjà tout pour me plaire. J'avais adoré le fait que l'on voyage en fait à l'époque et qu'il y ait cette notion de malédiction à lever. Donc vraiment un très bon moment de lecture. J'ai aussi découvert Cendre, toujours de Marine Kellada. Et là, c'était un autre univers avec des dragons pour le coup, et aussi une légende plutôt je dirais là, qui est liée au pays de Galles si je ne dis pas de bêtises, et que vraiment j'ai trouvé très intéressant la manière dont c'était fait et j'ai apprécié. Et cette année, ce qui fait qu'elle est dans cette liste, c'est que j'ai lu Rune. Ce livre est aussi une super découverte et franchement j'ai adoré le mélange entre les vikings, la malédiction et surtout le voyage entre notre époque et les années 870, donc vraiment une superbe plume et j'ai adoré cette lecture, je l'ai dévorée et voilà, j'ai hâte de découvrir les autres parutions de cette autrice. Et maintenant on va parler de crush fictif. Alors je vous avoue que ça fait quelques années que je n'ai plus de crush dans mes lectures. C'est vrai, il y a quelques personnages que j'apprécie bien, mais pas de là à fangirler dessus. Et là, alors j'ai réfléchi à quel personnage va être peut-être le plus marqué durant ce début d'année. Et ça va peut-être vous surprendre, mais je dirais qu'il s'agit de la bête dans Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki aux éditions Pika, voilà, donc la bête. Alors pourquoi ce choix ? Parce que vous me direz, il n'est pas très beau, effectivement, mais la bête, disons, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est déjà, il y a un élément de la bête qui a une particularité pour moi, voilà, je n'en dirai pas plus, et ce que j'appréciais chez la bête, c'est son mordant, ses répliques mordantes,
son humour, tout ce... Et le fait qu'elle peut être aussi des fois, qu'elle peut se montrer cruelle pour défendre les gens qu'elle aime, mais également qu'elle peut aussi se révéler très dévouée et montrer ses sentiments, tout ça. J'ai vraiment apprécié ce personnage pour cela. Et voilà, pour moi, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué jusqu'à présent pour cette année. Mais oui, la bête, c'est un choix qui peut paraître audacieux, oui, bizarre, j'ai envie de dire. Mais comme je vous dis, il faut avoir lu les mangas pour le comprendre. Et il y a aussi ce petit élément particulier qui, moi, fait que c'est le personnage qui m'a le plus... voilà, que j'apprécie le plus jusqu'à présent. Et si je devais aussi choisir mon personnage favori, ce serait Églantine dans Rendez-vous au Café des Anges de Junie Bleuet aux éditions chez MVO Éditions. Donc je vous le mets ici car je l'ai lu en numérique. Et pour faire un bref résumé, en fait oui, nous sommes en période de Seconde Guerre mondiale. On suit Églantine qui est restée dans son petit village et qui aide les gens comme elle peut, car elle a des connaissances pour soigner les animaux, donc elle aide les gens qui restent au village comme elle le peut. Un soir, elle va rentrer tard et se faire arrêter par les Allemands. Malheureusement pour elle, un commandant va l'aider et suite à cela, donc ils vont commencer un peu à se fréquenter, mais Églantine sait très bien qu'elle ne peut pas fréquenter un Allemand car cela va à l'encontre des valeurs. Déjà, ils sont en guerre contre les Allemands, mais cet Allemand va se révéler être plein de surprises. Voilà pour tout ce que je peux vous dire. Après, le personnage d'Églantine, pourquoi est-ce qu'il m'a autant marqué? Églantine, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé car elle est intelligente, elle est vive, elle est puis moderne pour son époque car elle souhaite étudier. Avant la guerre, elle souhaitait pouvoir partir étudier pour faire des études de vétérinaire, pour faire comme son père. Sauf que c'est tombé à l'eau à cause de la guerre. Et Églantine, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé car elle ne se laisse pas faire, elle a du caractère. Mais également, car ce qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est qu'elle ne se laisse pas aller aux préjugés, c'est-à-dire qu'on lui dit que tous les Allemands sont mauvais, tout ça. Eh bien non, en fait, elle travaille déjà avec les Allemands parce qu'elle doit soigner leurs chevaux. Donc elle se rend bien compte que certains Allemands ne sont pas là, qui sont pas mauvais d'office, qui sont juste là parce qu'il fallait qu'ils viennent, qu'ils fassent la guerre, et que certains ont choisi de s'engager d'office pour avoir des postes moins difficiles, par exemple dans les écuries, pour revenir indemnes chez eux, tout simplement. Et qu'ils attendent la fin de la guerre pour revoir leur famille, tout ça. Donc elle va déjà au-delà des préjugés. Et de mettre tout le monde dans le même panier aussi, c'est ça que j'ai apprécié. Et l'histoire d'amour qui va se développer entre elle et ce commandant, disons que j'ai beaucoup aimé. Mais le personnage d'Églantine m'a beaucoup plu aussi par le fait qu'elle fait de la peinture, c'est quelqu'un d'assez cultivé, toutes ces choses-là. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, ainsi que son caractère, quoi, qu'elle se laisse pas faire. Surtout qu'à cette époque-là, on va dire, les femmes, on va dire, n'avaient peut-être pas toujours droit à la parole, et c'est ça que j'apprécie chez Églantine. Et franchement, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu tout au long de l'histoire, tout comme l'histoire que j'ai adorée dans son ensemble, car ça a été un gros coup de cœur. Donc si vous voulez de la romance historique, mais également avec de belles valeurs, je vous recommande cette lecture. Mais attention, tout de même, il y a des trigger warnings, car n'oubliez pas, nous sommes en pleine période de Seconde Guerre mondiale, et tout n'est pas tout rose, même si nous sommes dans une romance. Et maintenant, je vais vous parler de ces livres qui m'ont fait pleurer cette année. Alors, pleurer peut-être pas, mais qui m'ont profondément ému. Et tout d'abord, il fallait que je vous parle du tome 2 d'Un amour sans époque, donc ce sont des époques sans amour de Jean-Luc Connaissant de notre édition. Ce livre, franchement, autant le premier tome est beau, c'est une magnifique romance, autant ce tome-ci est beaucoup plus sombre, et disons que l'auteur va beaucoup jouer avec nos émotions et nous faire vivre beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est là-dedans, car vraiment, l'auteur là, il a joué avec mes émotions. Et à la fin, j'étais vraiment... Il m'a fait vivre, je sais pas comment vous dire, mais une multitude d'émotions, car à la fois, il y a des choses qui se passent, c'est horrible, et à la fois, il y a une touche d'espoir qui est laissée, donc on sait pas vraiment... On est triste, mais on se dit oui, c'est quand même beau. Vous voyez, c'est ce mélange qui est beau, qui m'a vraiment tourné... Je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment... J'ai vraiment vécu énormément d'émotions en une seule lecture. Et je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça, mais il a joué avec mes sentiments, là, l'auteur, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, c'était bien fait. Très bien fait même. Et j'ai adoré cela, et ce mélange entre le passé, entre, oui, notre époque qui est là pour...
ce livre-là, le passé et le futur, du coup, ça amène en plus une touche. Et le lien qu'il fait à la fin pour ramener ces deux époques ensemble, mais ça, c'était du génie. C'était du génie, même si j'ai ressenti des émotions, comme je vous dis, contradictoires. Parce qu'à la fois, on se dit c'est beau, il y a cette note d'espoir, et à la fois, on sait d'autres éléments qui sont beaucoup plus sombres, et c'est triste. Franchement, j'étais triste, vous n'imaginez pas à quel point. Mais vraiment, une très bonne lecture, comme je vous dis, je ne peux que vous recommander cette duologie qui est géniale, qui vous fait vivre des très beaux moments d'amour dans le premier tome, et dans celui-ci, plus une notion de survie, un côté plus sombre. Et là aussi, c'est du génie, mais vraiment, lisez cette duologie, elle vaut le détour. Et un autre roman qui m'a vraiment marqué, il s'agit de Ma vie de fantôme de Franzo Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure pour vous dire que j'avais adoré la plume de l'auteur. Mais là, alors c'est un roman qui m'a profondément émue aussi. Alors pour vous faire un bref résumé, on suit le clan Bennett, ils se rendent au Canada pour justement réaliser la thèse paranormale d'une des mamans. Sauf que la voiture va tomber en panne dans la forêt et ils vont trouver refuge dans un petit village. Ils vont être bien accueillis et tout va bien se passer jusqu'à ce que la voiture soit réparée. Mais en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y a des éléments bizarres dans ce village qui se produisent. Et aussi, la rencontre de Tyler avec le fils aîné de la famille va tout chambouler. Voilà. Donc ici, alors on est sur un mélange de paranormal, je dirais de thriller et de fantastique. Déjà ça m'a beaucoup plu. Mais l'auteur, il parvient à nous faire vivre une multitude d'émotions, il y a des éléments qui se passent dedans qui vraiment m'ont rendu très triste, que voilà, j'étais comme avec les personnages, je me disais, j'étais triste avec eux. Il y a des moments où c'est que c'était plus haletant, que j'espérais pour eux me dire, allez, faut trouver ce qui est arrivé ici, quel est le mystère, tout ça. Et la fin qu'on nous propose, elle est belle, mais vraiment très touchante, et là je dois dire qu'il m'a vraiment retourné aussi au niveau des émotions, et c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit dans cette catégorie. Je vais également vous présenter le plus beau livre que j'ai acquis cette année, et là sans hésiter, il s'agit de Macara et le lion de pierre de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Regardez la beauté du livre, regardez le jaspage, hein, on en parle, et là regardez, franchement. Et si je monte l'autre côté, hop. Vous voyez, vraiment, c'est magnifique. Alors ici, en plus, on est sur une fantaisie asiatique. On va suivre Macara, qui est une rebelle, une jeune rebelle, qui a vu son peuple se faire décimer et justement gouverner par l'autre peuple, et qui a envie justement, qui crie vengeance. Et de l'autre côté, on a Aren, oui, je crois que c'est ça, un prince déchu, j'ai envie de dire, qui va justement essayer de prouver sa valeur à sa mère, et pour cela il va devoir trouver le lion de pierre. Malheureusement, Macara va invoquer sans le vouloir vraiment le lion de pierre, et il se prévient qu'il se retrouve à collaborer car Aren est prêt à tout pour arriver au bout de sa quête. Voilà, mais en tout cas c'était aussi une très bonne lecture, j'ai adoré l'univers, en plus le livre est super beau, mais le texte que vous avez à l'intérieur est aussi génial, et l'univers fantasy que l'on vous décrit est vraiment complexe, bien fait, et c'était une très bonne lecture, donc voilà, le livre est magnifique, mais le texte également. Et pour terminer, on va parler du livre que j'aimerais absolument lire cette année. Il s'agit, je voulais que je la présentais dans plusieurs pales, hein, donc si vous me suivez depuis un moment, vous ne serez pas étonné de le voir ici. Il s'agit du premier tome des Couronnes de Nyaxia, le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark, donc dans la collection Lost Kingdom, voilà. Ici, donc, on est sur une histoire où c'est qu'on va suivre une jeune fille qui a été recueillie par le roi des vampires. C'est une jeune humaine, il l'a élevée comme sa fille. Sauf que malheureusement, quand on est humaine, vivre au milieu des vampires, c'est pas facile parce que pour les vampires, on est un peu le goûter. Et il y a à un moment donné des jeux qui sont organisés où notre jeune humaine va prendre part, car si elle gagne les jeux, elle aura le droit de demander un vœu à la déesse, et comme ça, elle pourra demander à obtenir l'immortalité. Sauf que pour réussir ces jeux, elle va devoir s'allier à un autre prince vampire. Voilà tout ce que je me rappelle. Donc, ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai présenté dans ma pile à lire.
Et je dois vous dire que je pense qu'il y a tout pour me plaire à l'intérieur. Il me fait très envie, même si c'est une bricasse. Il fait plus de 640 pages, mais il me fait très envie. Et alors pourquoi je ne le lis pas, vous allez me dire? Eh bien en fait, car je sens, avec ce livre, je sais pas pourquoi, mais je sens que si je lis le tome 1 sans avoir le tome 2 sous la main, ça va être l'horreur parce que je sens que je vais voir les enchaîner. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que le monde se ligue pour que je n'ai pas le tome 2, c'est-à-dire que... Alors là, j'ai fait exprès, d'habitude, je suis fan des collectors, des reliés, tout ça. Là, pour cette version-là, j'étais pas fan de la couverture du relié, donc j'ai décidé de le prendre au brochet. Et aux Imaginales, je me suis dit, chouette, il y aura le stand Book Park, il pourra avoir le tome 2 en brochet. J'arrive au stand, je lui ai demandé ce que vous avez. Alors non, il l'avait qu'en collector. Alors moi, ça m'arrangeait pas, donc j'ai dit, bon bah tant pis. Après, on va au Cultura. Je me dis, bon ben peut-être que je vais le trouver là, mon tome 2 en brochet. Non, ils avaient le tome 2 en relié, et le tome 3 par contre il était en brochet. Et je me dis, non mais c'est pas possible, il y a tout le monde qui se lie contre moi. Et alors je pense qu'il faudra que je me le commande par la suite, j'aurai pas le choix. Mais vraiment, j'aimerais avoir le tome 2 en brochet, quoi, pour une fois. Pour une fois que je ne prends pas le collector, j'ai un mal fou à me procurer le brochet, vous vous rendez compte? Mais voilà, donc il me fait super envie. En plus, on est nouveau sur du vampire, là je suis dans une hype où c'est que j'ai envie de lire du vampire. Quoi de mieux? Mais j'attends d'avoir ce tome 2 sous la main parce que je sais que si je suis prise dedans, va me falloir le tome 2. Et puis je crois que c'est aussi un peu comme Les Ponts des Tempêtes, c'est que les 2 premiers tomes sont sur l'histoire d'un couple et après avec le tome 3 on change de couple. Alors je me dis, ben il faudrait que j'ai le tome 2 pour avoir toute l'histoire du couple, comme ça je lis tout le couple et après je peux faire une pause éventuellement. Mais j'aimerais déjà me procurer ce tome 2, donc c'est pour ça que j'attends si longtemps, mais il me fait envie, vous imaginez pas? Mais vous imaginez pas, ça fait plein de piles à lire que je le mets dedans. À côté, j'ai le tome 2 que je cherche en magasin. Chaque fois que je l'ai quelque part, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Et ça me frustre, mais vous imaginez pas. Donc pour finir, je vais le commander, voilà, parce que je vais plus tenir. Et il va falloir que je le lise. Bon, je vais encore peut-être tenir jusqu'à cet automne, parce que je pense qu'une lecture comme ça, c'est en automne qu'elle passera le mieux. Mais voilà, si à la fin de cet été, j'ai pas trouvé ce tome 2 en brochet, eh bien, tant pis, je le commanderai, et pour être sûre de l'avoir dans l'édition que je souhaite. Et cette fois, je me lancerai dans cette lecture, même si c'est une belle bricasse, mais je sais que ça va me plaire. Je sais pas, mais j'ai un pressentiment là qui est très fort. Et là, en plus, comme je dis, vampire, jeu, épreuve, voilà, il y a tout pour me plaire, donc vraiment, j'ai trop hâte de lire ce livre. Et voilà, j'arrive au bout de cette tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez fait de votre côté. Et si certains de ces livres vous font envie, tout simplement. Comme je vous dis, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire qu'il est sur votre chaîne et je passerai y jeter un coup d'œil, voir ce que vous aussi vous avez lu durant ce début d'année. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, vous pouvez me mettre un emoji, soit les livres, un livre ouvert tout simplement, vu qu'on a parlé beaucoup de lecture, ou un emoji en lien avec un des livres que je vous ai présenté, tout simplement. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à de nouvelles personnes de la découvrir. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!